Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, avec nous, Issiaka Abdillaye, ancien conseiller départemental de Banjaboua. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, les tensions sécuritaires ont repris avec des barrages, caillassage de bus, vol avec violence, etc. Quelle analyse est-ce que vous faites de cela, vous qui n'êtes plus pour l'instant dans la politique et qui avez peut-être un peu plus de recul par rapport à ça? Je crois que votre question pose essentiellement sur les violences, sur nos moyens de transport scolaire aujourd'hui. Et je crois que il y a mal donne sur cette affaire-là. Nous avons une population scolaire, vous l'avez dit dans vos journaux, une démographie scolaire qui explose, qui est essentiellement due, je crois, ça a été dit aussi dans vos journaux, par à la fois une démographie très dynamique et la pression migratoire. Et je crois que si nous ne faisons pas attention, nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent aujourd'hui, on sera rapidement débordé. Nous avons les plus grands établissements scolaires, lycées et collèges, les plus grands probablement de France et d'Europe, et ça c'est intenable sur un petit territoire comme Mayotte. Alors, s'agissant des transports scolaires essentiellement, je crois que les élus, depuis 3-4 jours, s'affairent autour des réunions pour trouver les solutions, discuter avec les transporteurs. Je crois qu'il est temps maintenant de prendre des sanctions. Et lorsque j'ai dit des sanctions, il ne s'agit pas seulement de demander à la justice des sanctions pénales élevées, mais au niveau du conseil départemental, il faut des sanctions administratives. Moi, je proposerais, par exemple, un jeune qui se serait rendu coupable de caillassage, de destruction du matériel de transport scolaire, s'il est scolarisé, pourquoi ne pas le bannir à vie? Parce qu'il n'aime pas cet outil-là. C'est un outil commun de transport. La France, ce n'est pas ça. La France, on donne toujours une seconde chance. La seconde chance, il l'a. Il a été scolarisé jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Il a une éducation gratuite. Il est pris en charge. Il a une bourse. Il est même nourri. Il y a beaucoup de chance là-dessus. Maintenant, s'il n'accepte pas une vie sociale commune apaisée, il faut le sanctionner. Moi, je pense aujourd'hui, il faut bannir ces jeunes-là de nos transports scolaires. Et si on constate que ce sont des élèves qui sont les coupables, on poursuit les parents pour rembourser les dégâts. Si les parents sont solvables, doivent rembourser. S'ils ne sont pas solvables, il faut regarder du côté des allocations familiales, mais toucher là où ça fait mal, parce qu'on ne peut plus continuer les chances qu'on a données à tous ces jeunes-là. Alors aujourd'hui, les sanctions, ce sont des travaux d'intérêt général. Pour vous, ça ne sert à rien du coup? Non, alors que c'est ce que le droit... Les travaux d'intérêt général, moi je m'aimerais bien qu'on en discute de ces travaux d'intérêt général. Pour le moment, c'est la justice qui fixe ce type de sanctions. Je parle du conseil général qui gère le transport scolaire. À ce niveau, avant de demander à l'État une révision de l'échelle des sanctions, il faudra que nous-mêmes, propriétaires de ces véhicules, prenons déjà nos responsabilités. Et j'encourage vivement le conseil général à se protéger. D'abord, porter systématiquement plainte, d'une part. D'autre part, évaluer les dégâts, identifier les coupables, les poursuivre pour rembourser les dégâts. Quelle que soit l'origine de l'enfant. Quelle que soit l'origine de l'enfant. Et ça, parce qu'on ne peut pas me parler de chance. La chance, je les ai indiquées tout à l'heure. Alors, et comment est-ce que vous analysez, vous, la gestion de cette crise par l'État, alors, par la justice, justement? Oui, parce que l'État, les textes sont ce qu'ils sont. Maintenant, il faudra que les parlementaires, le gouvernement, il y a eu une mission parlementaire qui est passée
une mission sénatoriale qui a constaté... Et qui a vécu ces événements, doit revoir sa copie en termes de sanctions, en termes d'adaptation des lois à ce niveau-là par rapport à la réalité mahoraise. Mais encore une fois, ce que nous pouvons faire à l'échelle du territoire, directement aujourd'hui et demain, c'est de relever les sanctions administratives à l'encontre de fauteurs de troubles, en tout cas des caillasseurs, si ce sont des élèves. Alors, il y a eu des dialogues entre l'État et les élus, plusieurs fois la semaine dernière, entre autres, vendredi, pour l'un des plus, exposés, réunion à l'issue de laquelle on avait vraiment l'impression que la position des deux partis était à l'extrême. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas ensemble. On se regroupe quand il y a des événements comme ça. Vous savez, un fauteur de trouble, c'est lui qui vient casser le bus, il ne se lève pas le matin, par magie, toute la communication passe entre les jeunes. Ce matin, on a décidé d'aller casser des bus. Il y a toute une organisation et puis il y a des éléments annonciateurs. C'est des conflits entre lycées, entre villages. Donc, il faut que nos forces de l'ordre, la police municipale, pas forcément celle qu'on voit sur la place, sur la voie publique, la gendarmerie, pour ce qui concerne les zones gendarmerie, la police nationale, il faut que ces gens-là puissent se donner des informations au quotidien, parce qu'encore une fois, je répète, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas assez de communication entre ces services-là ? Je ne pense pas qu'il y a assez de communication. Ces jeunes-là ne se lèvent pas le matin par magie et par je ne sais pas quel miracle de communication entre eux. Il y a toute une préparation. Donc, c'est ces informations qui manquent aux uns et aux autres. Alors que lorsqu'il y a un conflit dans un collège entre une bande de collégiens ou de lycéens, les forces de l'ordre doivent être au courant et les plus proches dans un premier niveau, c'est la police municipale. Il faut donc relever le niveau de compétence, le niveau de travail de la police municipale pour que l'information puisse circuler entre les trois autorités. En métropole, dans un autre jargon, on parle de renseignement territorial, mais ça aussi, il faut les activer. Il faut les activer pour avoir plus de renseignements sur le terrain en ce qui concerne ces bandes-là et faire circuler l'information entre les forces de l'ordre pour que nous puissions anticiper les débordements. Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. C'est la circulation de l'information entre les autorités qui permet d'anticiper les éventuels débordements. Alors pour une fois, on a eu une double visite ministérielle sans beaucoup d'euphorie. On n'a pas vu des grands rassemblements, etc., d'accueil populaire. On nous a dit que c'était le contexte sanitaire, entre autres. Mais finalement, cette visite ministérielle est passée un petit peu... je ne veux pas dire inaperçue, mais on avait l'impression que les Mahorais, finalement, n'ont rien ressenti de... Non, c'est tout simplement un rejet du système, un rejet de la politique, de ce gouvernement. Pour vous, la crise sanitaire n'avait rien à... on est un territoire sur le plan sanitaire relativement épargné, relativement épargné. Donc, nous sommes loin de... C'est un rejet tout court de la politique. Et sur le fond de ce qu'ils sont venus faire et ils ont annoncé la seule chose, la bonne chose qu'ils ont annoncée. Ils ont confirmé, puisque la décision a été prise par le Conseil général, de baptiser l'aéroport de Mayotte au nom de... C'est un peu léger ce que vous dites là. C'est la seule chose que nous avons retenue. Demander à tout Mahorais, c'est la seule chose qu'il a retenue. S'agissant des intercepteurs, alors là, les intercepteurs, alors là, c'est une tromperie. Je ne sais pas si on sait ce que c'est un intercepteur pour lutter contre l'immigration clandestine. Je l'ai dit, c'est un bateau de pneumatique de 12 à 13 mètres, équipé de moteurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les forces de l'ordre qui le disent. Ils ont une autonomie, c'est des moteurs, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une autonomie en mer de 3 heures, puisqu'ils embarquent que 800 litres de carburant. Et ils le disent eux-mêmes, lorsqu'un kwassa
de 15 chevaux, ils peuvent le raisonner. Lorsque le kwassa est de 2 fois 40 chevaux, ils ne peuvent pas le raisonner. Et donc, ça veut dire quoi? On nous propose des intercepteurs au moment où les DOM, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, reçoivent des patrouilleurs. Mais un patrouilleur, c'est un bateau autonome. C'est un bateau autonome qui peut rester plusieurs jours en mer, à la fois pour surveiller la zone exclusive économique, pour imposer la souveraineté de la France sur ces territoires, mais en même temps qui ont une mission de lutte contre l'immigration illégale. Il y a 4 qui sont en train d'être livrés dans les DOM, ce qu'on appelle les POM, patrouilleurs outre-mer, une nouvelle génération, P400, bien équipés, radar, un drone de surveillance, ce qui donne une capacité de surveillance du territoire beaucoup plus grande. Vous n'avez pas informé nos parlementaires ni nos élus peut-être par rapport à ça avant la venue de... C'est pas à moi, ils sont oui, mais quand on a des informations... D'ailleurs, ces patrouilleurs ont été inscrits dans la loi de programmation militaire 2019-2025. Je crois qu'on avait encore des parlementaires, on a encore des parlementaires là-dessus. Et il faut que ça... Maintenant que c'est fait, la loi de programmation n'a pas inscrit un patrouilleur pour Mayotte, il faudra se battre à la prochaine loi de programmation militaire qu'il y ait un patrouilleur. Parce que l'avantage d'un patrouilleur, c'est à la fois la surveillance de côte, le sauvetage en mer, la lutte contre l'immigration clandestine et toutes sortes de trafics, mais aussi nous sommes dans une zone sensible, le canal de Mozambique, et c'est des bateaux de navires de nouvelle génération qui ont un rayon de surveillance beaucoup plus large avec un drone, cher à Mansour Kamardine, qui demande toujours qu'il y ait un drone, et ces bateaux-là sont équipés. Je parle de la nouvelle génération, aujourd'hui livrée à La Réunion, en Guyane, Antilles-Guyane, en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je crois que la Nouvelle-Calédonie va disposer de deux patrouilleurs là-dessus, et la Polynésie française. Donc, c'est une marque de souveraineté dans ce territoire, souveraineté nationale, et il faut que cette marque soit aussi éligible pour nous les prochaines années. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la situation où vous dites il faut porter plainte. On l'a entendu plusieurs fois, que ce soit des gendarmes ou de certains élus qui incitaient les Mahorais à porter plainte. Quelque chose dont ils ne sont pas souvent, comme on dit, à l'aise, parce que l'idée c'est, entre guillemets, dénoncer quelqu'un, parfois qu'on connaît. Et puis l'autre chose, c'est que beaucoup disent, de toute façon, les plaintes ne changent rien. Peut-être, mais moi, récemment, ma voiture a été cassée. Mon assureur m'a demandé de porter plainte pour que je puisse être indemnisé. Mais serait-ce que ça, le propriétaire de ces véhicules-là, généralement le conseil départemental, via la société qui assure ce service public, doit porter plainte. Si le propriétaire du véhicule ne porte pas plainte, le parent à côté ne va pas porter plainte à sa place. J'ai appris que le conseil général va constituer une réserve garantie pour indemniser ces bus, mais je ne pense pas que ça... C'est une solution, mais porter plainte, poursuivre l'auteur, et poursuivre, quand j'ai dit poursuivre, c'est vraiment poursuivre l'auteur, les parents à rembourser. Et si les parents ne sont pas solvables, on s'attaquera aux allocations, aux allocations sociales. Hein. Moi, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Et puis, si ce n'est pas le cas, écoute, l'amende, l'indemnisation, le montant poursuivra le jeune toute sa vie, mais il faudra qu'à un moment donné, il rembourse. Estelle Youssoufa, donc présidente du collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901, s'est déclarée candidate
aux législatives dans le Nord. Ça vous inspire quoi d'ailleurs? Et puis, est-ce que les rumeurs qu'on entend que Isiaka sera peut-être candidat, c'est vrai? Je parle pour moi. D'abord pour vous, après, est-ce que vous pensez... Après, Estelle vous l'inviterait. Elle pense que... Elle était déjà là, elle a fait sa candidature. Elle aime bien les médias. Donc elle a déjà déclaré sa candidature. Est-ce que vous serez candidat? On passe les élections présidentielles. Les élections présidentielles sont inaccessibles pour moi, parce que je ne peux même pas rassembler les 500 signatures. C'est 500 qui ne tentent rien à rien. Oui, possible. Joker. D'accord. Donc voilà, en tout cas, une candidate s'est déclarée officiellement du côté du Nord en la personne d'Estelle Youssoufa. Voilà, merci.